Bonjour tout le monde, 10e épisode du Face à Face podcast. Aujourd'hui, je reçois un invité bien cher à mes yeux, nul autre que mon beau-frère Alexandre Gendron. La raison de la visite d'Alexandre aujourd'hui sur le podcast, c'est que c'est un coureur de course entre elles hors pair qui ne cesse de se lancer des défis les plus fous les uns que les autres. Son dernier exploit, la mythique course de l'Ultra Trail Mont-Blanc. Alexandre, ça fait à peu près 2 semaines que la course a eu lieu. Comment ça se passe depuis ton retour? Ça va bien. J'ai un peu de récupération, les douleurs, aussi physiques, mentales. Ça se passe bien, là, je prends ça relax. Est-ce que tu as eu le temps de réaliser l'ampleur de l'exploit que tu as accompli? Oui, je pense que pas longtemps après, tu passes un peu des moments dans la ville, après la course, avec la famille. Tu vois les autres arriver, tu participes à l'arrivée des autres. Je pense qu'après ça, tu réalises. Une fois que tu termines, est-ce que tu as l'impression d'avoir comme ton corps qui lâche ou l'adrénaline qui s'en va, fait que là, il faut que tu ailles te coucher tout de suite ou tu continues ta journée, puis comment ça se passe au niveau de la récupération post-course? Non, sur le moment, on va en reparler, mais moi, j'ai fait 2 nuits blanches pendant ma course. Fait que j'ai fini le dimanche matin, puis en finissant, c'est sûr, montée d'émotion à la fin. Je finis avec ma femme, je la serre, puis après ça, c'était comme, j'ai fait ma journée au complet. Je pense qu'il y a eu après ça le boost d'adrénaline, que ça soit fini. Il fallait que j'aille chercher mes trucs d'après-course. On est allé manger, prendre une bière. Fait que, je pense que je me suis pas recouché avant là, le soir même. Fait que, j'ai resté dans le high de la course. OK. Ouais, c'était vraiment cool. Je pense que j'ai un peu omis de donner un peu plus de contexte là, aux auditeurs, mais l'Ultra Trail du Mont-Blanc, en fait, c'est la course qui est considérée comme la plus compétitive dans le monde de l'Ultra Trail. Parcours en montagne de 174 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif qui traverse 3 pays, la Suisse, l'Italie, la France. C'était un rêve pour toi de participer à cette course-là depuis que tu fais de la trail ou? Non, pas nécessairement. On dirait que c'est arrivé pas par erreur, mais comme par chance. C'est sûr qu'il y a tout un système de loterie, puis pour atteindre cette course-là, c'est pas juste s'inscrire. Fait que moi, c'est arrivé tranquillement. J'ai eu la chance, j'ai eu mes jetons, j'ai fait la pige, puis j'ai été pigé. Je sais qu'il y en a pour certains, c'est comme le rêve d'une vie d'aller à cet endroit-là. Je minimise pas la course, mais pour moi, ça a juste été comme par chance. Puis je suis quand même content d'y avoir été. Là. À quel moment, justement, tu as su que tu allais participer à la course? Je pense que c'est à l'automne dernier que je me suis mis dans la pige. Puis c'est en janvier qu'eux font, qui tirent dans le fond. Fait que début janvier, là, j'ai reçu un courriel qui disait félicitations, t'es retenu. Puis une fois que tu reçois ce courriel-là, je sais parce que je te connais personnellement que tu cours beaucoup dans la vie, mais est-ce que tes sorties changent, ta préparation, est-ce qu'elle commence tout de suite au mois de janvier? Je cours quand même l'hiver, fait que j'étais déjà en mode un peu plus course-entraînement. Il faut le dire, je m'attendais vraiment pas à être pigé pour l'UTMB, fait que j'avais pas vraiment planifié ma saison de course en conséquence de ça. J'avais d'autres projets, j'avais un peu identifié quand je voulais les faire dans la saison. Fait que là, d'avoir l'UTMB qui se présente en fin août, ça venait un peu tout chambouler. Fait qu'en tant que tel, j'avais déjà planifié quand même un certain niveau d'entraînement, un certain volume. Ça n'a pas changé tant que ça que ce que j'avais prévu, mais ça a, comme, c'est sûr, mis un peu plus d'intensité là-dedans. Là. Puis là, tu parlais de la loterie, tout ça. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus comment ça fonctionne, comment tu as eu accès justement à cette loterie-là? Oui. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, tu as l'UTMB qui est, on va dire, un regroupement. Que eux, tu as l'UTMB World Series, que c'est à peu près 50 courses maintenant à travers le monde, que c'est des courses qui vont avoir la dénomination by UTMB. Donc, ces courses-là, c'est des courses qualificatives pour se rendre à l'UTMB. À ces courses-là, tu ramasses des running stones, c'est comme les jetons là, de tirage. Fait qu'il faut que tu fasses une des courses by UTMB pour avoir des jetons, pour pouvoir participer à la pige. Fait que tu as comme des critères là, qualificatifs. Fait qu'il faut que tu aies fait des courses dans les 2 dernières années, comme pour montrer que tu es encore capable de faire cette course-là. Puis il faut que tu aies des running stones. Fait que c'est comme les 2 principaux qualificatifs qu'il faut avoir.
Fait que moi, j'ai fait une course il y a 2 ans avec mon ami Antoine en Slovénie, qui était une course by UTMB. J'ai eu 3 jetons, ce qui est vraiment pas beaucoup. C'est la quantité qu'ils donnent pour une seule course. Il y en a qui en font 5, 6, 7, 8 des courses, là, puis qui peuvent avoir jusqu'à une vingtaine de jetons. Là. Fait que moi, avec les 3 jetons, je m'attendais jamais à être pigé. Là, c'était pas. En plus, quand je l'ai dit à ma blonde, je disais, hey, je vais perdre mon éligibilité parce que ma course, ça faisait plus que 2 ans que j'allais la perdre. Fait que j'ai dit, peux-tu les mettre dans le chapeau tant qu'à perdre? Puis je pensais jamais le faire. Là, fait que, puis il y avait combien de personnes qui participaient à la paix, justement? Est-ce que tu sais? Je vais te dire n'importe quoi. Sûrement 6, 7, 8 000 personnes. Okay. Ils ont mis ce système de pige-là pour encadrer aussi la quantité de coureurs. Là. Fait que, il y a à peu près là, 2200, 2500 par édition. Là, ça varie, là, mais tu as plus de 2000 coureurs. Fait qu'eux, ils limitent ça aussi pour l'état des sentiers et plusieurs autres facteurs de la course. Là. Ouais. Puis justement, là, une course avec... ben là, je me transporte peut-être un peu rapidement, mais ça devait être fou d'arriver à cet endroit-là. Puis là, avant le départ, mettons, il y a un raz-de-marée de gens. Puis, tu sais, le départ, ça se passe comment? C'est ça, pour tous ceux qui connaissent l'UTMB, t'as la mythique chanson du départ de Vangelis, qui est comme vraiment émotionnelle, puis tout. Fait que tu t'attends à ça, tu t'attends à avoir l'émotion du départ et tout. Je dirais que j'ai peut-être été un peu déçu de comment que ça a été le jour du départ. Trop d'attente ou? Pas nécessairement trop d'attente, mais tu te fais certaines attentes, puis finalement, tu es comme, OK, c'est peut-être... Finalement, avec le contexte, c'était pas aussi hot que je pensais que ça aurait pu être. Le départ, c'est assez chaotique. Là. Tu pars dans une petite ville, là, Chamonix, qui n'est pas énorme, puis le départ, il se fait dans la place du Triangle de l'Amitié, qui n'est pas très gros. Là, c'est comme une grande place. Là. Il y a plein d'escaliers, il y a des trottoirs, avec il y a autant des de monde, trucs. C'est ça. Là. Fait qu'il y a 2400 coureurs qui prennent le départ. Nous autres, on est arrivés, on n'est pas arrivés si tard que ça, mais mettons 1 heure, 1 heure et quart avant le début de la course. Puis c'était pacté de monde. Puis là, Antoine puis moi, il faut le dire, j'ai couru avec Antoine une partie de la course. On voulait bien se positionner, on voulait essayer d'aller le plus en avant possible parce qu'on voulait éviter des bouchons. Fait que là, tout le long, ça a été de voir comment j'essaie de me rendre, mais c'était chaotique. Là. Ils n'ont aucune gestion du sas de départ. Fait que dans le fond, les spectateurs peuvent être là, n'importe qui peut être avec les coureurs avant le départ. Donc, à un moment donné, on essayait d'avancer, mais il y avait une poussette avec un enfant. Puis c'est comme... C'est vraiment eux, l'organisation se concentre sur les élites en avant, la belle entrée et tout, mais nous autres en arrière, là, c'est un peu... ça a fait un peu chaotique, puis la chanson, quand ils l'ont mis, c'est drôle, mais j'étais comme, ils l'ont pas mis assez forte. OK. Je trouvais que c'était genre, ça venait pas assez de chercher, mais c'était cool pareil, puis quand on était dans le départ, j'étais comme, Antoine, on est là, ça part. C'est là que tu réalises un peu. Là. C'est intense. T'as une masse de 2400 personnes qui partent en même temps. C'est du stock. Puis la quantité de spectateurs qu'il y a, là, tu pars à 6 heures le soir. Fait que, il fait super beau. Puis là, tu serpentes les rues à travers. Puis il y a du monde. Là. Il y a du monde à pu finir sur 20 km. Là. Fait que ça, c'est l'énergie du départ. Là. Est-ce que tu penses que tous les gens là, qui sont sur place, est-ce que c'est juste des gens qui sont des proches des coureurs? Ou il y a vraiment des gens comme que eux, c'est leur rendez-vous annuel, puis ils viennent pour assister à ça, puis ça... En termes d'engouement, ça ressemblait à quoi? Moi, je pense qu'il y a beaucoup des deux. C'est sûr qu'il y a beaucoup de familles, spectateurs qui accompagnent les coureurs, mais il doit y avoir aussi beaucoup de Français parce que ça se passe en France. Puis c'est très médiatisé aussi. C'est ça. C'est la course la plus médiatisée du trail. Fait. Puis il y avait justement des événements qui sont créés, puis il y avait des rassemblements à certaines places pour venir cheer les coureurs. Fait que là, c'était vraiment... Des genres de petits parties. Ouais. Puis c'était des méchants parties. Moi, je les ai pas toutes eues à cause de comme mon timing dans la course, là, mais les premiers, eux, ont vécu là, des méchants parties. Là. Puis tu disais, il y a une section à l'avant pour les élites. Fait qu'eux, ils sont vraiment placés à l'avant de sorte à ce que quand ça commence, ils flyent tout de suite en partant. C'est ça. Là, les autres, ils ont leur sens... je sais pas comment ils qualifient qui est élite, là, mais eux arrivent par l'avant. Ils se placent, parce qu'on le sait qu'ils ont plus de chances de gagner que les autres. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui partent avec le titre de favori, un peu tout ça, puis qui sont surveillés pendant la course. Est-ce que toi, tu as suivi ça un peu, pas nécessairement pendant la course, mais est-ce que ça t'intéressait de savoir comme c'était qui
qui avait des chances de gagner, puis par la suite, en apprenant qu'il avait gagné, tu sais, c'était... Ouais, un peu. À vrai dire, je connais pas tant le monde, la trail. Je connais un petit peu de nom, mais je connais, en profondeur, là, je sais pas c'est qui les prospects, puis tout. Je connais les gros noms populaires. Fait que, ça m'a permis d'apprendre puis de connaître un peu plus les élites. Fait que ça, c'était intéressant parce que j'ai fait la course. Fait que j'ai entendu parler beaucoup de comment ça s'est passé. Puis après ça, j'ai réécouté le live qui est disponible sur YouTube. Fait que là, j'étais comme, OK, je savais qui avait gagné. Fait que là, je voyais les progressions. Puis j'étais capable de suivre les coureurs. Puis aussi être sur place pour les autres courses. Je les voyais arriver. Fait que là, c'est comme, ça m'a permis d'un peu plus connaître la scène du trail. Là. Ça, c'était cool. Puis ben là, je suis arrivé vite à la course. Mais tu sais, si je reviens un peu à l'aspect de préparation, une fois que là, tu sais que tu te qualifies pour la course, j'ai oublié de mentionner aussi, mais on se trouve en ce moment au centre de ski Le Relais à Lac-Beauport, puis qui ont gentiment accepté de nous recevoir aujourd'hui. Ouais. Puis on a choisi cet endroit parce que tu t'es notamment pratiqué ici, ou du moins tu t'es entraîné en faisant des boucles ici. Fait que ça pouvait ressembler à quoi, tu sais, un entraînement typique focusé pour ta future course? Ouais. Fait que là, tu parles d'entraînement, on va parler aussi peut-être préparation. Fait qu'il y a plusieurs facteurs parce que oui, tu as la préparation physique. Tu vas vouloir, parce que aussi en fonction de ta course que tu vas faire, chaque course va être différente, fait que tu vas t'entraîner peut-être un peu différemment. Fait que ça, c'est un 170 kg, 10 000 mètres de dénivelé positif, que l'UTMB est réputé pour être un peu roulant, pas trop technique. Fait que tu peux y aller avec ça en tête, de dire comment je vais me préparer pour ce style de course-là. Fait que c'est sûr que tu vas y aller avec un volume d'entraînement, des trucs spécifiques. OK, ben tu veux travailler le dénivelé parce qu'ici, on n'a pas des énormes montagnes. Ouais. 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est quand même c'est pas beaucoup. Mal. Ouais. On dit positif, mais vu qu'on fait une boucle, c'est 10 000 de négatif aussi. Là. Fait que tu as l'entraînement physique. Fait que c'est ça. C'est de faire des grosses sorties, des sorties longues, du dénivelé négatif aussi. Fait que des montées, des descentes du relais, du Mont-Saint-Anne, de Stoneham. Fait que il y a beaucoup de ces aspects-là d'entraînement de course, mais tu vas avoir aussi d'autres composantes de préparation, de la préparation mentale, parce que c'est une course de longue durée. Fait que je savais que j'allais de base faire au moins une nuit et demie sans dormir. Fait que ça, c'est de la préparation là, en tant que telle. Fait que j'ai fait des courses de 24 heures, j'ai fait des courses de nuit. Fait que, il y a cet aspect-là aussi à considérer parce que tu veux savoir ton corps, comment il va se comporter pendant la nuit. Est-ce qu'il va vouloir dormir à certaines heures? Est-ce qu'il faut que je prenne la caféine? Fait il y a quand même cet aspect-là mental de préparation. Aussi pour la durée. Moi, j'estimais peut-être faire un 32-35 heures, puis finalement, je n'ai fait 41 heures. Fait que ça, c'est beaucoup plus long que je pensais. Fait que, mentalement, je pense que ça m'a surpris. Ouais. J'étais peut-être un peu moins prêt, mais tu as aussi, après ça, de la planification logistique. Parce que là, tu as tout. Tu as du matériel que tu va falloir t'apporter, tu as ton crew, ton assistance qu'il va falloir que tu gères, tu as ta nourriture, ton hydratation. Il faut que tu te prépares. C'est pas des choses que tu veux comme improviser le moment d'une course. Là. Fait que tu veux savoir ce que tu t'aimes manger, ce qui passe bien, y a-t-il des choses que tu digères pas, quelle nutrition sportive te convienne, parce qu'il y a plein de marques, il y a plein de trucs différents, puis tu veux tester. C'est beaucoup de composants. C'est énorme la préparation, il y a beaucoup de variantes. Ouais, c'est ça. Fait que, il y a beaucoup de choses. Il y a, oui, le physique, mais il y a aussi beaucoup de composantes parce que c'est pas juste tes jambes qui vont t'amener au bout, c'est ta tête, puis c'est comme comment tu vas te rendre. Puis à travers tout ce build-up-là, si je peux dire, ou cette préparation-là qui t'amène jusqu'à fin août, au moment où tu entreprends la course, est-ce que à un certain point, tu te sens prêt ou juste avant d'y arriver, là, comment tu t'entrevois ça? Ouais, c'est sûr, je voyais ça. C'est un très gros défi. J'avais jamais fait de course aussi longue, avec autant de dénivelé, puis sûrement non plus aussi longue en termes de durée. Fait que, ça, c'était toutes des inconnus pour moi. J'avais fait des courses de 160 km, j'avais fait des 24 heures, mais fait que ça avait été ma limite. C'est sûr que j'ai essayé progressivement de monter mon volume de course. Mon mois de juillet il a été assez gros. Je suis peut-être en moyenne une centaine de kilos semaine. Puis, un de mes plus gros défis, j'ai fait un Everesting au Mont-Saint-Anne. Dans le fond, c'est faire l'équivalent du dénivelé du Mont Everest. Dans une montagne. Fait que, j'ai fait 8850 mètres de dénivelé au Mont-Saint-Anne, puis ça m'a pris une vingtaine d'heures. C'est combien de up and down, tu te rappelles-tu?
14,5. OK. Ah oui, parce que j'allais pas faire la 15e au Tout d'une complet. shot, là. Ouais. Ben, tu sais, on avait une pause en bas au char, là. Ouais. Ben, tu sais, c'est ça. Ben, après ça, en faisant ça, j'avais jamais fait une course de, je pense, plus que 5000 de D+. Fait que, tu sais, c'est quand même un gros gap de un gros 5000 à 10 000. C'est le double, là. Mais fait que mon Everesting m'a mis en confiance de Ouais. OK, physiquement, je suis prêt. Tu sais, ça s'est bien passé. C'est sûr qu'à la fin, ça en est plus difficile. Tu l'avais fait à quel moment, ça? Je l'ai fait début août. Fait qu'à peu près Fait que un mois avant ma course. Pas longtemps avant, ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu veux pas être trop proche. Non. Mais là, tu sais, je voulais comme l'avoir dans mon entraînement. Fait que c'est un bon timing, là. Puis là, à ce moment-là, quand tu as fait ça, est-ce que ça t'a permis de... J'imagine que tu as appris beaucoup de choses par rapport à ta course, tu sais, mettons comment ton corps a réagi, le temps de récupération que ça te prenait, tout ça, par rapport à ton alimentation. Ça a été... Ouais. Ben, c'est sûr que c'est un peu des conseils différents, là. On avait un char en bas, fait que on traînait pas toute notre bouffe, on traînait un peu moins d'affaires, on avait de la bouffe plus solide, tandis qu'en course, pour tout le temps ça. Fait que, peut-être que je me suis pas aidé en prenant des trucs que j'allais pas avoir accès, mais ça m'a donné confiance. Ça m'a montré que je pense que j'allais être prêt pour l'UTMB. Là. Puis là, ben justement, on peut le dire, là, je pense que les gens vont avoir compris aussi. Tu as dit que tu avais terminé la course en 41 heures. Ouais. Est-ce que quand tu pars, ben tu as parlé d'objectifs de temps 32-35 heures, mais est-ce que le but premier quand tu pars là-bas, c'est vraiment juste de compléter la course ou pour toi, c'était vraiment plus de te challenger, de le faire le plus rapidement possible? Puis comment tu abordais ça? C'est sûr, le but premier, c'est de finir la course. Ouais. C'est vraiment plate de pas pouvoir finir une course. Fait que, ça, c'était mon but. J'étais comme, je connais mes compétences, je sais que je peux la finir. Je suis genre, dans le pire des cas, je vais le marcher, je vais prendre le temps au complet s'il faut. Puis, j'aurais vraiment été déçu de ne pas pouvoir la finir. Fait que, ça, c'était mon objectif premier. Puis là, c'est sûr que tu rentres un peu après ça en compétition avec toi-même. Tu te dis, hey, je pense que je serais capable de le faire dans ce temps-là. Si je regarde les autres qui ont à peu près mon niveau, ils font ce temps-là, je pense que je serais capable. Fait que, tu as aussi... Tu as de l'ego, tu as de la compétition. Fait que c'est sûr que je m'étais fixé à peu près une tranche d'heure, mais regarde, ça a mené, je me suis rendu compte que ça n'allait pas fonctionner. Fait que est-ce que ça a joué quand même gros sur le moral ou à ce moment-là, tu fais la paix avec l'aspect du temps, puis justement, comme tu dis, là, ça devient vraiment de finir la course, peu importe le temps que ça prendra. Là. Non, ça m'a vraiment pas démoralisé. Parce qu'il faut dire, à partir d'à peu près du kilomètre 35, j'ai commencé à avoir une douleur au genou qui m'a comme vraiment ralenti. C'est une douleur, qui faisait mal, là, qui était tannante à la course, mais mettons, je savais que j'étais capable d'avancer dessus. Fait que ça m'a ralenti, je prenais plus de pauses, puis... Fait que, ça m'a pas démoralisé. Là. Mon but, c'était vraiment de le finir, puis à un moment donné, le temps, c'est pas plus grave que ça. Je le fasse en 31 heures ou je le fasse en 41. L'important, c'est de le finir. C'est ça. Il n'y a personne qui va m'appeler pour dire « Christophe, de quoi? » parce que tu as fait 31 heures. Je suis pas dans ce niveau-là, fait que ça change rien finalement. Là. Puis là, tu disais que tu as fait la course, t'amorçais la course, ou du moins tu t'étais qualifié avec ton ami Antoine. Ouais. Qu'on salue d'ailleurs, qu'on félicite pour la réalisation de la course également. Puis, fait que là, vous commencez la course ensemble. Est-ce que c'est à ces dites douleurs au genou-là que vous vous séparez? Ouais. OK. Comment ça s'est passé, ça? Tu sais, ça doit être spécial, de participer à la course avec un de tes meilleurs amis. Puis, à un certain moment, de devoir se dire « Sorry, mais... » faut qu'on se lâche. Comment vous avez vécu ça? Antoine et moi, on court beaucoup ensemble, on s'entraîne ensemble, on fait souvent des courses. Puis de savoir que les deux, on était pigés, on s'est dit, on va essayer de courir le plus longtemps possible ensemble. Ouais. C'est ça l'objectif, ça aurait été de faire la course ensemble. Puis, c'est long, ces courses-là, c'est solitaire. Fait d'être à deux, ça paraît. Puis, on s'était dit, on voudrait essayer de faire au moins la première nuit ensemble, ce qu'on n'a pas fait. Parce que t'es longtemps tout seul avec toi-même. Puis juste être à deux, de jaser, des fois ça te permet d'oublier des douleurs ou de faire autre chose. Fait que, on est partis ensemble, on avait un bon pace, on suivait une stratégie. Fait que, on s'est suivi là, sur à peu près 35 kilos. Puis à ce moment-là, moi quand j'ai commencé à avoir mal, fallait que je ralentisse un peu, fallait que je donne du répit à mon genou.
Puis Antoine, c'était pas tout à fait son pace. Puis il faut savoir que l'édition qu'on a faite à l'UTMB, je pense que c'est pas mal des pires conditions qu'ils ont eues là, en début de course. Conditions météorologiques? Fait qu'à peu près 15 minutes après le départ, c'est mis à mouiller. Il a mouillé pendant un bon bout. Après ça s'est calmé un peu, après 2h30. Mais pas longtemps après, il s'est remis à mouiller. Puis il mouillait fort. Fait que c'est toute gestion du linge. Gestion d'être sec, l'humidité. Fait que ça a entré aussi beaucoup en cause à ce qu'on se sépare. Fait que rendu à peu près à 35 km, quand j'ai commencé à avoir mal, moi je ralentissais. Puis on commençait à monter dans un grand col. Puis Antoine, lui, il avait encore son bon pace. Puis dans le fond, il faisait froid. Ce qu'il me disait, c'est que à la vitesse qu'on allait, pour lui, ça devenait difficile de se garder comme chaud. Ouais, ça le refroidissait, là. Faut qu'il avance plus. Fait que c'est à ce moment-là qu'on s'est séparés. Puis, lui, il fallait qu'il fasse sa course. Moi, il fallait que je fasse la mienne. Ouais. Puis en termes de temps, ça faisait combien de temps que la course était commencée à ce moment-là? Parce que tu dis 35 km, mais ça peut être long entre elles, là, 35 km. Je sais pas, peut-être 3h30, 4h. OK, fait quand même assez rapidement, là. Ouais. OK. Ouais. Puis ça, est-ce que ça a été... Je suis sûr que tu as été très compréhensible avec lui, puis tu respectais sa décision, puis même que c'était une décision commune, mais est-ce que ça a été le premier coup moral, tu dirais? Non, pas du tout. Non? OK. Je savais qu'on n'allait pas se tenir ensemble. Ouais. C'est quasiment impossible. Là. Puis c'est utopique de penser qu'on peut faire une course complètement à deux. Fait que non, moi, ça m'a pas dérangé pantoute. Là. Puis à partir de ce moment-là, est-ce que pour le restant, mettons, on va dire les 37 heures suivantes, est-ce que tu es tout le temps tout seul? Ou à travers le parcours, des fois tu cours avec des gens, des fois tu es tout seul? Il y a tellement de monde sur la course que t'es rarement tout seul. OK. Surtout, quand tu tiens un peu plus mid-pack, là, t'es pas en avant, là. Fait que, je te dis, là, quasiment tout le long, il y avait tout le temps quelqu'un un peu en avant, tout le temps quelqu'un un peu en arrière. Fait que t'es jamais vraiment tout seul, là, sur le parcours. Puis j'imagine qu'il y a un grand esprit de communauté, si on veut. Tu sais, les gens, mettons, à part ceux qui sont à l'élite, mais évidemment, sont déjà super loin de vous, dans le mid-pack, comme tu dis, où tu te trouvais, j'imagine que les gens, c'est comme, on s'encourage, puis tout ça, puis... Ouais, d'habitude, l'esprit de trail, c'est vraiment un encouragement et tout. J'ai entendu par d'autres qu'ils sentaient que ça avait peut-être été un peu moins vu que t'es dans une compétition. OK. De base, moi, je suis pas très bavard, là. Fait que je fais mes trucs, souvent, je cours. Puis il y a une fois pendant la course que je suis sorti d'un ravito en même temps qu'un Français, puis ça a comme tombé qu'on a commencé à jaser, puis on a fait les 16 prochains kilos ensemble. Fait que ça a été la seule fois que j'ai comme couru avec quelqu'un. Puis à part ça, j'ai été tout le temps seul, mais tout le temps accompagné autour de moi. Puis là, cette personne-là, est-ce que c'est juste un ami de course ou vous avez gardé contact après, vous vous êtes reparlé après la course? On s'est ajouté sur Strava, mais on s'est rencontrés, je pense, entre le kilomètre comme 115 puis 130. On a comme couru ensemble. Puis après ça, on s'est séparés. Puis finalement, on a fini à peu près à 5-10 minutes d'écart. Puis à la ligne d'arrivée, on s'est revus. Ah, ben là, c'est le fun, ça. Fait que là, on a repris des photos ensemble et tout. Mais nice. Puis tantôt, tu disais là, que c'était une des éditions avec les pires conditions météo. Est-ce que je me trompe ou il y a comme un avis qui s'était fait donner juste avant le départ? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, pour toute course en trail, tu as du matériel obligatoire. Fait que tu as un matériel de base que tu dois apporter dans ton sac, ça c'est sûr. Mais aussi, ils nous avaient dit, on peut activer, si on veut, un kit température froide ou un kit température chaude. Fait que s'il y a des canicules ou s'il fait trop froid. Puis la semaine même, l'organisation a activé le kit grand froid parce que, il annonçait beaucoup de pluie puis des froids en hauteur. Fait qu'il a activé ça, ce qui fait qu'il fallait un manteau de plus. Puis, des petits trucs en plus, mais c'est principalement ça. Fait que oui, il a fallu qu'il ajoute du matériel, puis ça a vraiment été nécessaire là, pour notre course. Là, parce que on est parti, comme je disais, de la pluie immédiatement. Puis ça n'a pas été long. Après 35 kilos, on commence à monter un col, puis on monte c'est ça, tu es en altitude en plus? Oui. On monte jusqu'à 2500 mètres d'altitude à notre premier col. Puis à cet endroit-là, on a pogné de la neige. Puis, ça a été aussi le cocktail de météo qui a été difficile parce qu'on a couru un bon 4-5 heures sous la pluie. Puis on monte dans le col, ça rafraîchit, puis à un moment donné, c'est de la neige. Fait que, ça a fait le
pluie, neige. Après ça, tu redescends le col, pluie. Tu remontes un autre col, Neige encore. pluie. Fait que tu sais, c'était tout le temps, là, tout le temps de l'adaptation. sauter hein. entre les deux. Fait que tu sais, à un moment donné, ton linge est tout trempe, faut que tu te changes. Puis là, tu sais, c'est comme... Ça, c'est des conditions... Fait que ça, j'imagine que avant ton départ du Québec, il fallait que tu prévois au cas où, justement, exact. si ou ça était activé, puis C'est finalement, ça. ben, tu l'avais. Parce que sinon, Ouais, t'es mal pris, t'arrives là-bas, puis... Ouais, c'est ça. Si tu l'as pas, C'est tout bad. disqualifié. OK. Ah, disqualifié même. Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de contrôle de matériel avant course. Eux, ce qu'ils font, c'est du contrôle sporadique, aléatoire. OK. Fait qu'ils disent, puis à un moment donné, moi, je suis arrivé dans un ravito, puis ils ont dit, ah, montre-moi. Puis il y avait une liste, ils ont dit, montre-moi si t'as ça. Fait que là, j'aurais montré. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Puis là, ils savaient que, vu les conditions météo, fait que là, ils ont demandé qu'on leur montre du matériel froid, là. Fait que oui, j'étais préparé. Les ravitaux, là, peut-être pour ceux qui ne seront pas familiers avec ça, là, si tu veux en parler un peu, dans le fond, c'est des points de rassemblement, de pause qui se retrouvaient un peu partout à travers le parcours. Ouais, je pense qu'on avait du quoi à 17 ravitaillements. Fait que tu sais, c'est des points, ça peut être ça des points d'eau, ou c'est des places que tu as de la nourriture, que tu as de l'eau, des électrolytes. Des fois, c'est des places que tu peux voir ton assistance, OK. que eux peuvent t'apporter des choses en plus que tu n'as pas. Fait que, tu sais, c'est des places quand même très importantes que tu pourrais prendre des pauses, que tu peux te réchauffer par endroit parce que des fois c'est intérieur, des fois c'est chauffé. Fait que, tu sais, ça, c'est comme des éléments cruciaux là, à la course. Là. Puis justement, ben, j'aimerais qu'on rentre dans l'aspect de ton groupe de sport. Ouais. Quel impact tu dirais que ça a eu sur ta course? Puis si tu veux parler, si tu veux détailler qui était là, puis comment vous avez vécu ça. C'est quand même vraiment un aspect important de la course entre elles, le crew, l'assistance qu'on appelle. C'est, dans le fond, tu as des ravitaux avec droit d'assistance, c'est que une personne par ravito peut se présenter puis venir t'aider. OK. Ça peut pas être un professionnel de la santé. Tu sais, c'est pas une assistance médicale, mais c'est une assistance de ton proche. Tu arrives là, puis il peut te masser les pieds, il peut te remplir tes gourdes, il peut te faire des trucs, il peut te faire manger. Fait que c'est comme vraiment un élément de grande aide. Moi, quand je suis arrivé à des ravitaux avec l'assistance, c'est le fun de revoir quelqu'un de familier, mais aussi ça doit être de pouvoir communiquer. Un point motivant quand tu sais que tu arrives à un endroit comme ça, que tu vas revoir, que ce soit ta femme ou un membre de ta famille. Puis il faut le dire, comme on avait le droit à une personne par ravito, mais les élites aussi. Ils n'ont pas le droit à une équipe, là, eux. Fait que, c'est drôle, là, j'ai vu récemment, il y a des gens qui critiquaient ça, qui disaient que l'assistance, c'est trop, c'est désavantageux pour certains, parce qu'il y en a qui n'en ont pas par leur propre décision. OK, ouais, mais c'est offert à tout le monde. Fait que, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais je pense que ça fait partie du sport d'avoir l'assistance. Fait que, oui, c'est vraiment d'une grande aide. Moi, j'ai eu beaucoup de membres de ma famille qui sont venus en France avec moi. Fait que, il y avait ma blonde qui a fait principalement mes ravitaux, mais il y a aussi mon frère parce que, vu que j'ai fait 2 nuits, mais mon crew, il me suit quand même. Puis, la première nuit, ils sont allés dormir parce qu'il y avait quand même un gros gap avant le premier ravito. Mais après ça, ma blonde, elle s'est levée vraiment tôt dans la nuit, elle est allée à un ravito. Après, ça l'a fait toute la journée. Fait que, la deuxième nuit, j'ai dit, va te coucher, c'est mon frère qui va prendre le relais. Fait que, là, mon frère, il a pris le relais pour les ravitos dans l'autre nuit. Fait que, eux, après, ils m'apportaient. Des fois, j'avais des cravings. J'étais, hey, peux-tu capable de me trouver quelque chose à manger, à l'épicerie ou quelque chose? T'as-tu un exemple? Il m'a acheté c'est rien d'exceptionnel, mais genre un sandwich au poulet, aussi des trucs, parce que les ravitaux, c'est pas la grosse affaire, mettons. Ouais, t'avais besoin de quelque chose de consistant à ce point-là, j'imagine? Ouais, parce que t'as pas la vraie nourriture en tant que telle, on va dire, là. Puis ça dépend lesquels, mais sinon, tu as de la nourriture, mettons, de la nutrition sportive. Fait que tu as des gros snacks, tu as des fois des petits biscuits, tu as des melons d'eau, des tranches de bananes, tu as des choses. Il y en a un, c'est le gros ravito à mi-parcours, qu'on avait des pâtes et des trucs chauds, mais... Puis ça, c'est la course qui fournit ça? Ouais. OK. Mais c'est ça, c'était le fun d'avoir ta propre nourriture, ou des fois... Il y a peut-être cet aspect-là aussi qui était plus difficile de faire une course dans un autre pays. Tu as moins accès à tes repères nutritifs. Comme quand j'étais au Québec, je sais que je peux aller à l'épicerie acheter certains trucs que je sais que ça passe bien puis que j'ai envie de manger. Tandis que là-bas, il
faut que je leur texte, essaye de me trouver de quoi qui serait le fun à manger. Puis eux, ils savent pas. Fait qu'ils m'apportent des trucs. Puis toi, est-ce que tu en avais amené des choses que tu avais genre dans ta veste de course ou? Sur moi, j'avais principalement de la nourriture sportive. Là. J'avais des gels, j'avais des gaufres. Maintenant, je m'étais traîné un burrito, mais il manque de place. Là. Ouais, tu peux pas traîner trop d'affaires non plus. Fait que c'est pour ça que le crew, il est le fun là, à recevoir. Puis vers la fin de la course, je le voyais à peu près aux 15 kilos. Fait que c'est ça. Puis eux, dans le fond, pendant que toi tu cours, eux, ils se déplacent en voiture. Comment ça marche? Y a-tu des navettes qui sont fournies par l'événement? Bien, là-bas, étant donné l'ampleur de l'événement, tu n'as pas le droit de te promener en voiture. Là. OK, toutes les rues sont barrées? Ben aussi, c'est compliqué parce que, comme tu l'as dit, tu passes dans 3 pays. Là. La logistique est un peu difficile, là. Mais il y a un système de navettes qui s'occupe de l'assistance que eux, bon, ils pouvaient en prendre, mais c'était assez long, là, si pareil. Là. Des fois, ça peut reprendre en 1h30, 2 heures, juste passer d'un point à un autre pour aller me rejoindre à un autre endroit. Fait que, pour aussi, c'est une grosse logistique de leur part de se timer. Là. Parce que... Tu sais, vous faites 174 km de course, mais est-ce que ça veut dire que du départ à la fin, il y a 174 km entre les deux ou? Entre les deux. Par exemple, là, je sais pas, tu as vu ton assistance à un point de ravitaillement, puis là, le prochain ravitaillement, c'est à 28 km plus loin. Mais est-ce qu'eux, ils ont 28 km à parcourir pour aller te rejoindre aussi? Des fois, oui, des fois plus. OK. Parce qu'on fait quand même le tour du massif du Mont-Blanc, puis il n'y a pas des routes partout. Fait que, au départ, j'avais un ravito en France, mais après ça, le prochain est en Italie. Fait que faut que tu reviennes sur tes pas, puis il faut que tu retraverses par le tunnel. Puis pareil, pour retourner en Suisse, il faut que tu repasses par le tunnel, puis tu fasses le tour. Fait que pour eux, des fois, ça peut être compliqué. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, toi, va à lui, l'autre va à l'autre, comme ça, ça va être moins compliqué. La logistique. Une chance que les frontières sont pas mal plus ouvertes en Europe qu'ici. Oui, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Sinon, ça jammerait aux frontières. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne occasion. Là, tu parlais du matériel, tout ça. Tu t'en as apporté pour montrer aux gens. Ça ressemble un peu à je peux quoi? Dans le fond, j'ai apporté ce que mon sac ressemblait pas mal au départ. Ils vous ont donné ça, le sac, comme cadeau? Oui, en fait, ça, c'est le sac, le drop bag, le sac d'allègement qu'ils appellent. C'est que tu mets des choses que tu veux, tu le remplis, puis eux, tu l'apportes mi-parcours. OK. Fait que j'ai juste utilisé ce sac-là, mais il n'y a pas d'importance. Et puis, dans le fond, ça, c'est pas mal ma veste que j'avais. Ça a l'air lourd, hein? J'avais pesé. Ouais, ben là, en plus, t'as pas l'eau, là. Okay. Mais c'est à peu près 3,5 kilos. Fait que, courir avec ça, c'est quand même un enjeu, là. Ouais. Fait que, là-dessus, c'est sûr que j'ai mes gourdes. J'ai de la nutrition. J'ai apporté des exemples, mais mettons des électrolytes. Je m'étais déjà préparé des petits sacs. Je me mettais en avant des choses accessibles que je voulais. J'avais ma GoPro. Je vais apporter un battery pack parce que ma montre a toujours pas assez longtemps. Fait que, il y a quand même gros du stock que tu traînes sur toi. Mais quand je parlais du matériel obligatoire, on a quand même énormément de choses. Moi, j'avais mon manteau qui était là, finalement la 3e couche du... Qui ont rajouté là, à leur demande. Fait que, j'avais un manteau chaud. J'ai un impair que j'ai roulé. Il me fallait des pantalons imperméables. Il me faut des genres de leggings de course. Parce qu'au départ de la course, toi, c'est quoi que tu portes? Moi, je suis parti short, t-shirt, parce qu'on partait à 6 heures le soir. OK. Puis il faisait beau à ce moment-là, quand même? Oui, il faisait beau. Mais ça n'a pas été long, que c'est mis à mouiller. C'est ça. J'ai sorti mes manteaux. Là, fait en plus, aussi, bon, dans le kit froid, ils demandaient des lunettes de protection. OK. C'est un peu assez drôle. T'en es-tu servi ou non? Mais j'ai jamais couru avec ça. Fait que je trouvais que c'était pas vraiment pertinent. Fait que aussi là, après ça, tout le matériel de sécurité, une bande auto-adhésive. Il fallait 2 frontales, 2 sets de batteries. Fait que c'est quand même du stock. J'ai ma frontale principale que je m'étais mis à disposition. Moi, j'ai mis la ceinture de course que là, je porte habituellement en course. Fait que c'est du stock. J'avais 2 paires de mitaines, une chaude, puis une paire de mitaines imperméables. OK, plus légère là, de course. Là. Ouais, c'est ça, parce que là, eux, c'était dans leur matériel d'avoir de quoi de chaud et imperméable. OK. Puis,
C'est pas mal de stock, là? Ouais, c'est ça, plus là, mes gourdes et tout. Fait que ça fait comme du stock pas mal à traîner. Fait que c'est... Puis aussi, l'enjeu, c'est d'essayer de le trouver. Tu sais, eux te fournissent une liste, ils disent ben voici ce qu'on veut que tu ailles, mais après ça, il faut que tu détermines selon leurs critères. OK, ben mon manteau que j'ai, est-ce qu'il fonctionnerait ou ça? Fait qu'il y a quand même aussi une logistique d'essayer de trouver, d'essayer de retrouver le matériel. Est-ce que je l'ai ou il faut que je l'achète? Ça augmente les coûts aussi de la course. Là. Puis j'imagine aussi, tu sais, mid-race, tu veux pas t'arrêter aux 5 minutes pour comme te changer, puis... Ouais. Non, ça c'est sûr. Fait que ça, tu le fais en courant quand tu rajoutes, t'enlèves des couches ou... Tantôt, je parlais de préparation de logistique. Il y a ça aussi que tu vas essayer de prévoir. Puis même, placement dans le sac. Moi, je m'étais placé tout du stock à des places stratégiques de qu'est-ce que je vais avoir besoin en premier, qu'est-ce que je vais avoir accessible, qu'est-ce que je le sais que je voudrais pas nécessairement mettre tout de suite. Fait que, tu sais, mon manteau, mes leggings, c'était dans mon sac, mais ma frontale, mes gants, puis des choses, c'est comme tout accessible, direct. Puis là, après ça, c'est une gestion de course. Tu te dis, bon, il pleut. Est-ce que je m'arrête tout de suite? Je mets mon manteau? Est-ce que j'attends un petit peu? Est-ce que je mets mon manteau en dessous de ma veste ou je mets mon manteau par-dessus ma veste de course? Tu sais, c'est tout des choses que tu peux préparer d'avance, mais où tu prennes tes décisions là, pendant la course. Parce que là, si tu t'arrêtes, ça te ralentit. Ouais, c'est sûr. C'est tout. Puis j'imagine qu'au début de la course, il y a quand même une partie de la course où comme le temps, sans nécessairement être un enjeu, tu essaies de pas trop perdre de temps inutilement. Non, exact, parce que ça s'accumule extrêmement vite. Là, si on prend par exemple qu'on avait 17 ravitaux, bien, toutes les minutes que tu restes arrêté, ça va cumuler assez vite. Finalement, moi, je restais à m'amener des heures, il n'y avait pas de problème. Il y a des places, là, je restais tellement longtemps, mais quand tu es là dans un mode un peu plus performance... Ah, les premiers, là, moi, je regardais le live des fois, là, c'était 1 minute 30 top. Là. Une petite gorgée d'eau, une collation, OK, bing bang, puis c'était reparti, là, c'était impressionnant. Là. Fait qu'eux sont sur le temps, toutes les secondes comptent, mais nous... On n'est pas là pantoute. On aurait pu prendre le temps d'arrêter puis de mettre le manteau, mais comme t'es dans l'engouement. Puis, puis je pense qu'il y a aussi un aspect de rythme. Peut-être tu veux pas nécessairement te refroidir quand t'es dans ta course, tu te sens bien. Peut-être genre t'arrêter pour enlever une couche ou en rajouter une. C'est pas nécessairement ta priorité, on va dire. Non, c'est ça. Tu te dis, bon, je veux-tu avoir chaud ou je veux prendre le temps de l'enlever? Des fois, tu fais juste dire, bon, je vais rester de même. Puis là, on voit ça, c'est les bâtons de course. Est-ce que ça... Pendant la totalité de la course, tu t'en sers ou c'est par moment, quand tu montes? C'est sûr, habituellement, je les utilise juste en montée. Là, avec une douleur au genou, ça venait des fois un peu embêquer, aider, soulager. Comme un genre d'appui? Moi, c'est sûr que moi, j'avais principalement mal en descente. Fait que, ça se pouvait que je les garde en descente. Mais habituellement, ces bâtons-là, c'est ça. Tu les prends en montée. Tu veux pas nécessairement courir avec les bâtons. C'est plus un aide pour les grosses montées, mais sinon, maintenant, tu les sors puis tu les gardes. Tu les ranges plus. Là. Et c'est très utile. Il y en a qui décident de courir sans. Ah ouais, il y en a qui n'en utilisent pas du tout? Ouais. OK. Puis moi, une question que je me posais, c'est est-ce que c'est vraiment la totalité de la course qui est dans des sentiers ou il y a certains moments, je sais que tu disais au départ, vous serpentiez dans des rues, mais est-ce que c'est vraiment juste au départ puis à l'arrivée ou il y a d'autres moments où vous passez dans des villages puis là, vous êtes un peu des portions de route, là, si on veut? Oui, il y en a beaucoup. C'est sûr, on fait le tour du Mont-Blanc, fait qu'on fait pas tout le temps du sentier, on traverse des villages. Fait que, il y a beaucoup de portions de route. Fait que, c'est un terrain très varié, autant que tu as de l'asphalte, de la terre battue, de la gravelle, un petit peu de santé technique, beaucoup de montagnes de ski aussi, des pentes de ski. Fait que c'est très varié comme terrain. Là. Est-ce qu'il y a des moments, j'imagine qu'il y en a plein, mais à travers la course où tu es sans nécessairement t'arrêter, mais où tu es comme un peu, j'ai pas le mot en français, mais Starstruck de ce qui t'entoure, puis tu es comme... Je suis là, puis c'est ce qui t'entoure, ça t'émerveille. Est-ce que tu as des moments comme ça pendant la course où tu es tellement comme focus dans la course que... Je pense qu'il faut prendre le temps de s'émerveiller.
souvent, on est trop dans notre tête, puis on veut trop faire notre course, on pense à quelque chose parce que j'ai faim ou parce que j'ai mal ou parce que ça va pas bien. Fait faut prendre le temps. Tu sais, c'est magnifique là où ce qu'on était là. C'est juste de regarder. Tu marches, tu regardes autour de toi, tu contemples le paysage. Fait que, oui, il y a des moments que ça m'est arrivé que j'étais comme, c'est malade. C'est ce que je vis. Ouais, c'est ça. Même si ça va pas si bien, c'est malade. Ouais. Justement, ça devait peut-être te redonner un petit boost d'avoir des pensées comme ça. Bien, c'est ça, d'être dans un environnement aussi beau, je pense que ça l'aide que d'être c'était juste complètement dans la forêt. On était quand même beaucoup dans l'alpin. Ouais. Là-bas, il n'y a pas beaucoup d'arbres. Là, fait que t'es tout le temps, tu vois des paysages au loin. Je pense que c'est plus motivant que si tu vois rien et que tu es entouré de forêt. Là. C'est pas très pertinent, mais est-ce que tu écoutes de la musique à travers la course ou pas du tout? Non. Non. Mettons, dans mes entraînements, j'ai écouté des podcasts, des livres audio, de la musique. Mais en course, non. Il y en a beaucoup qui le font, mais non, pas moi. Fait que toi, tu n'avais pas le matériel nécessaire pour ça. C'est une décision que tu as prise préalablement à la course, puis tu étais bien avec ça. Oh, ouais, je trouve qu'en mode course, il y a autre chose à faire que écouter la musique. Ouais. Okay. On dirait que j'ai jamais fait ça. Puis il y a beaucoup d'événements au Québec qui interdisent les écouteurs. OK. Niveau sécurité. Ouais, OK. Mais là, avec la venue des G-Shock, si je me trompe pas, là, ils sont comme par vibration, puis tu as l'oreille disponible. Là. Fait que ça, c'est des écouteurs qui sont rendus de plus en plus acceptés. Fait que, mettons, l'UTMB, tout le monde court avec des écouteurs de ce type-là quand ils écoutent de quoi. Puis est-ce que tu en voyais beaucoup des gens, justement, qui avaient des écouteurs ou... Oui, quand même. Ouais. OK. Oui. Puis, où j'en étais? Qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire. Justement, est-ce qu'il y a d'autres... Est-ce qu'il y a pas nouvellement un événement UTMB qui va être au Québec? Oui. Ils ont annoncé ça, en plus, là, fin août. C'est ça. Qui est Borealis by UTMB au Mont-Tremblant. Tantôt, je parlais, tu sais, tu as le UTMB World Series, qui est comme une cinquantaine d'événements à travers le monde, mais il n'y avait pas d'événements proches du Québec. Tu en avais un à Whistler, qui est pas très proche. Qui est quand même loin, là. Puis il y en a un autre, le plus proche aux États-Unis, qui est pas très proche non plus, là, je le connais pas, là. Mais ça fait que nous, en tant que Québécois, pour ceux qui aspiraient à aller faire l'UTMB, ben, tu es obligé de voyager pour faire une course. Ça ajoute des frais, tout ça. Oui, exact. C'était pas d'une facilité pour nous. Fait que là, à partir de l'année prochaine, cette course-là va être disponible. À quel moment de l'année? Ils l'ont-tu annoncé? Oui, c'est... Pendant l'été, j'imagine? Oui, je pense que c'est mi-août. Okay. Ça va être. Puis, fait que ça va permettre aux gens que à partir de 2027, là, eux qui vont faire la course l'année prochaine vont pouvoir commencer à postuler pour aller à l'UTMB. Puis est-ce que là, c'est la même distance que ce que vous avez fait parcourir au Mont-Blanc? Non, ben chaque course a son parcours. Puis... son parcours, ses distances. Tu as des catégories, comment ils fonctionnent. Tu sais, tu as le 50K, qui est une catégorie, fait que ça peut aller du 40 km à du 60 km, mais c'est du 50K. Tu as le 100K, tu as le 100 miles. Là-bas, le plus long qu'ils vont faire l'année prochaine, c'est un 100K, qui est un 80 quelques kilomètres. Au Mont-Tremblant? Oui. OK. Puis ils disent qu'éventuellement, ils vont aller vers le 100 miles, mais pour l'instant, c'est un... Est-ce que c'est trop tôt pour te demander si tu aspires à participer à cette course-là? Pas nécessairement. Tu sais, c'est pas si proche d'ici. Ouais. Ça pourrait être intéressant d'aller voir le secteur. C'est des places que je suis jamais allé courir. Tu sais, les gens qui vont aller la faire, ça va être parce que c'est une course by UTMB. Leur motivation va être « je vais aller me ramasser des Running Stones ». Ouais. Moi... Alors que toi, c'est plutôt un enjeu. J'ai pas cette aspiration-là de retourner nécessairement à le faire. Fait que je pense pas... Ou, tu sais, ça serait plus en mode découverte. C'est quoi cette course-là? C'est une nouvelle course, fait que ça pourrait... Fait qu'on met un point d'interrogation à côté, puis on s'en rejase dans quelques mois. Mais tu sais, c'est le fun pour tous les gens du Québec qui vont pouvoir avoir maintenant un accès un peu plus direct. Puis tu sais, ça va aller chercher un énorme marché, là, parce que tu as le Québec, tu as l'Ontario, tu as le nord-est des États-Unis qui va être un énorme bassin
qui vont pouvoir venir à cette course-là. OK, il y en a beaucoup aux États-Unis qui sont adeptes de courses de trail aussi. Ouais, ben ils ont plein de montagnes là-bas. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça va pouvoir aller chercher tout ce marché-là. Je sais pas s'il y a des... J'ai d'autres sujets que je vais aborder, mais je sais pas s'il y a d'autres aspects ou points de la course que j'ai oublié de mentionner que tu aurais envie de partager, tu sais, qui serait le fun pour les gens de savoir, tu sais, peu importe c'est quoi le détail ou si tu penses qu'on a couvert toute la chose. Ben, c'est sûr, tu sais, l'UTMB ou que ce soit un autre 100 miles, on dit que c'est une course en sentier, mais on fait pas le même sport que les élites. Là. Les élites, eux autres, c'est une course. Pour nous, c'est une aventure. C'était comme, je pars, puis je sais pas quand je finis. Puis en même temps, c'est le fun comme mindset de se dire, OK, je rentre là-dedans, puis il n'y a plus rien qui compte. L'heure, ça n'a plus de référence. Il n'y a pas de dîner, souper. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu manges quand tu en as besoin, tu dors si tu en as besoin. Puis c'est comme, on est vendredi, samedi, dimanche. Ta vie est comme mise sur pause un peu. Oui, c'est ça qui est le fun aussi, je pense, de la course longue distance, c'est que tu perds le fil, puis c'est juste, il se passe ce qui se passe. Je parlais des nuits. Moi, finalement, j'ai fait 2 nuits blanches complètes, mais à travers ça, j'ai dormi 4 fois 15 minutes. Parce que, c'est à des moments que j'en avais vraiment besoin, là, que je sentais que, ça allait plus, que je perdais un peu, la tête, ou comme j'étais... Fait que, j'ai eu énormément de up and down. Pour moi, c'est impossible que ça aille bien tout le long. Puis aussi, avant de faire la course, une chose importante que j'ai parlé avec ma blonde, j'ai dit, moi, je veux pas abandonner par ma propre décision. Okay. Je le sais que je suis capable de la faire. Au pire, je le marcherai, puis tout. Puis il y a un moment dans la course, à peu près au kilomètre 115, je voulais pas abandonner, mais comment mon état était, je concevais même pas comment je pourrais continuer. OK, à ce point-là. J'étais assis là, sur un banc dans un resto, là, puis j'étais comme... Ça fait un bout que je suis pas capable de manger, je vais pas bien. Comment ça, tu n'arrivais pas à manger? Ben, ça arrive. OK, fait que là... C'est juste la gestion de la nourriture. Moins de bouffe, ça veut dire moins d'énergie, fait que c'est un peu un mélange de tout ça qui... Oui, exact. Mon samedi, mon samedi jour, là, il a été rough. C'était fait super beau, mais j'avais pas d'énergie. Puis, rendu à ce moment-là, j'étais comme tellement un down. Fait que là, je textais avec Laura, puis j'étais comme, ça va pas. Puis là, fait que je voulais pas abandonner, mais je comprenais même pas comment je pouvais continuer. Puis là, j'étais comme sur un banc de gymnase en bois. Je me suis mis un cadran de 15 minutes, je me suis couché sur le banc. J'ai dormi, je me suis réveillé. Là, j'ai essayé de snoozer, mais finalement, ma blonde m'a appelé. Là. Elle dit, parce qu'elle savait que tu te couchais 15 minutes. Okay. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Lève-toi et va-t'en. Juste d'avoir dormi comme c'était 15 minutes-là, je me suis levé, j'étais allé manger des trucs. J'étais genre, hey, wow! Le pouvoir des power naps, hein? C'était fou. C'est prouvé. Puis en sortant, puis c'était à ce moment-là que j'ai rencontré le Français Pierre. Puis on a fait les 15 kilos à la course. J'avais pas couru là, quasiment depuis un méchant bout parce que j'avais pas d'énergie. Puis là, juste dormi, manger, rencontrer quelqu'un. Donc, fait que c'est pour ça que je disais, je veux pas abandonner par ma propre décision parce que ton état, c'est tellement genre temporaire. T'sais, il peut y avoir des états qui sont plus difficiles que d'autres puis qu'à un moment donné, qui nécessitent que t'arrêtes. Ouais, si tu torses la cheville, c'est une autre chose. Ouais. Où il y a d'autres douleurs, où il y a des problèmes d'estomac, ou si tu as des choses qui peuvent être plus difficiles. Mais moi, je suis juste fatigué. Je suis juste. Fait que j'étais là pour la finir. Fait que j'étais comme. C'est pour ça que je voulais pas abandonner. Puis finalement, ça a porté fruit. Là. Donc, shout-out à Laura pour le réveil. C'était drôle, ça. Fait que, c'est comme tellement une aventure que tu vis. Puis, tu rencontres plein de gens, il y en a qui se jasent beaucoup, il y en a qui se jasent pas. Puis au ravito, quand tu croises des personnes, ils sont contents de te voir, puis toi, tu es content de les voir. Puis des fois, tu as des petites interactions juste avec ces gens-là. Avec les bénévoles, par exemple? Exactement. Puis ça repète tellement. Puis, autant que tu as ma deuxième nuit là, était interminable, on dirait. Je faisais des montées-descentes. J'étais tanné. Puis comme... Moi, c'est la première fois que je faisais 2 nuits blanches de suite. Back à back. Puis, tu sais,
la fin de ma deuxième nuit a vraiment été difficile mentalement, là. Il y a un bout, on dirait que j'étais sous. T'sais, j'avais juste perdu le contrôle de ma concentration. C'était vraiment bizarre. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mais j'étais juste... J'étais plus capable de me concentrer, puis je courais avec des gens autour de moi, fait que ça allait, je me sentais quand même en sécurité, mais j'étais juste comme... je suis la personne en avant, puis... Ouais, t'avais l'impression de perdre le cap, là? Ouais, vraiment. Fait que, tu sais, là, à un moment donné, après une couple de minutes, je me suis juste assis à terre dans le sentier, j'étais genre, OK, ça va aller... Resté là comme 30 secondes, je suis reparti. Fait que, tu sais, juste donner des petits breaks, ça fait du bien, là. Est-ce que pendant la course, justement, comment tu la décortiques? Parce que, tu sais, quand tu pars au kilomètre 1, tu peux pas te dire à chaque kilomètre, bon, il me reste 172 km, bon, il me reste 171. Tu sais, comment tu décortiques ça? C'est-tu par ravito? Ouais, par ravito, c'est quand même bonne façon. Puis honnêtement, là, j'ai jamais checké ma montre pour dire je suis à combien ou il m'en reste combien. OK. Au début, je mettais beaucoup ma montre comme sur mon battement cardiaque pour essayer de se gager. D'avoir un rythme stable. Ouais. C'est peut-être pas la donnée la plus précise, mais ça donne quand même un bon indicateur sur ton rythme à aller. Puis après ça, c'est sûr, moi j'avais mis le parcours dans ma montre, fait que j'avais de l'information, je regardais, les prochaines montées, c'est quoi, le dénivelé, puis la distance qu'il y avait à cette montée-là. Fait que ça te donne des idées de, OK, je m'attaque à quoi, dans combien de temps je pense que je vais être en haut, puis un peu des prédictions sur la suite de la course. Mais à part ça, comme je disais, c'est tellement tu pars, puis il n'y a plus rien qui compte que commencer à regarder ta montre pour dire il en reste combien. Ouais, c'est peut-être négatif, en fait, de faire ça. Ouais, ça peut être négatif pour certains, puis moi, ça me servait à rien. Fait que je courais, maintenant, j'arrivais à un ravito, puis j'étais content. Parce que, tu sais, au kilomètre 115, tu peux autant te dire, bon, j'ai 115 km de fait, il en reste 60, mais tu sais, en même temps, pour beaucoup de gens, genre 60 km, c'est énorme, là, encore, à parcourir. Fait que je comprends, c'est une belle façon de décortiquer les choses. Ouais, puis c'est comme des places, puis surtout aussi vers la fin, je voyais mon frère pendant la nuit aux 15 kilos. Fait que, ça se prenait quand bien. Même fréquemment. Comme, OK, on se revoit bientôt. Je vais avoir besoin de ça. Je pouvais lui donner des consignes tout de suite pour que quand j'arrivais au prochain ravito, il puisse m'aider immédiatement. Fait que tout ça. Je pense que c'était le même, je le construisais. Puis après ça, quand le deuxième matin revient, là, c'est comme... Wow, tu renais. Ouais. Le soleil est là, puis tu le sais là, que tu vas faire. Tu sais que c'est ta dernière journée là. C'est ta dernière journée, il n'y a pas d'autre moyen. Fait que ça, après ça repète. À partir de ce moment-là, la fin de ma deuxième nuit, j'étais arrivé au ravito, j'ai redormi un autre 15 minutes. Ça, c'était mon dernier. Puis en ressortant, le soleil se levait. OK. Puis là, à ce moment-là, il reste combien de... T'en es où sur le parcours? Si c'est le dernier ravito, il doit pas rester grand-chose? T'as peu. Il reste... Je sais pas. Peut-être une vingtaine. OK. Ouais, peut-être pas un peu moins que ça ou quelque chose du genre. Là, là c'est comme... Wow! Le soleil, je repars. Tu sens que la fin, là... Fait que là, est-ce que tout de suite, c'est là que tu commences à soak in un peu tout ce qui vient de se passer, puis tu sais, tu te dis genre... J'ai bien fait de pas arrêter, là, je vois le bout, puis... Non, je pense, moi, à partir de quand que ça soak in, je vais le terminer, c'est un peu plus vers la fin. Comment que le parcours est fait, tu vas, ta dernière montée, comme tu montes une montagne de ski, puis là, c'est en haut le ravito. Puis à partir de là, jusqu'à la fin, tu as comme 7 km de descente avec comme 800 mètres de dénivelé négatif. Fait que tu descends plus que le Mont-Saint-Anne pour te rendre jusqu'à la fin. Puis c'est dans cette descente-là que j'ai fait OK, là, je vais le finir. Ouais. Là, c'est comme... C'est quoi les émotions? C'est de la fierté, c'est de se rappeler tout le travail qu'il y a derrière ça, des larmes, des rires. Ouais, je suis vraiment fier de moi, parce que c'était tellement un gros événement, puis un gros coup, puis tu vis tellement d'émotions, puis aussi tu vis ça avec ta famille, parce que la mienne était là. Fait que, c'est des choses qu'on partage, puis que c'est beaucoup de fierté là, au moins, de se dire que je suis venu, j'ai vécu tout ça, je vais le finir. Moi, compte tenu de la durée de ma course, en 41 heures, mon avantage, ça a été que j'ai fini en pleine journée. J'ai fini à peu près à 11 heures le matin.
Fait qu'il faisait beau soleil. Je rentre dans la ville, il y a plein de gens, des spectateurs. OK, même après, tu sais, après autant de temps du début de la course, les gens, dans le fond, jusqu'à temps que la course soit finie, il y a du monde qui sont là, puis... Bien, surtout, mettons, le dimanche, parce qu'il y a un temps limite de 46h30 pour la course. OK. Fait que ça mène à quoi? Peut-être 3-4 heures là, autour de ces eaux-là. Mais tu sais, c'est tellement quasiment plus hypé la fin. Ouais. Parce que tu vas avoir un dernier coureur là, qui va arriver. Là. Puis tu sais, ça, c'est une grosse affaire. Là. Ouais, Le dernier, lui, qui a pris 46 heures et 20 quelques minutes, là, c'est... Il l'a fait quand même. Ouais. Puis il l'a fait plus longtemps que tout le monde. Ouais. Fait que... OK, ouais, dans ce sens-là, j'avoue. Mais ouais, il y avait beaucoup de gens. Fait que ça a été le fun de finir avec cette énergie-là. Parce que tu arrives dans la ville, puis t'approches, puis il y a du monde. Puis là, tu revois ta famille. Puis y a-tu de l'animation? Genre, tu sais, des fois, y a-tu de la musique? Il nomme-tu ton nom quand t'arrives? Des affaires comme ouais, ça? tu sais, il y a un animateur, puis il y a des choses qui se passent, là. Ouais. Je pense, là, ça, c'est parce que on est proche, fait que je le sais, mais il me semble qu'il y a un truc, là, où t'étais arrivé quelque part, puis il mettait de la musique, de la nationalité de la personne qui arrivait. Ouais, tu sais de quoi je parle? OK. Il y a dans un ravito. OK, c'est dans un ravito, ça? Ouais, c'est dans un ravito. Je pense que c'était à Trian. Je me trompe pas, c'était pendant ma deuxième nuit. OK. Il y avait un DJ. Ça, c'était rare. Il n'y avait pas tout le temps des DJ dans les ravito, là, mais à cet endroit-là, il y avait de la musique. Puis, ils mettaient de la musique de la nationalité des gens. Puis, ils ont joué la marine marchande. Là, j'étais comme, wow! C'est une chanson que t'aimes? Ça donnait le sourire, en tout cas, là? C'est pas moi qui l'ai demandé. Je pense juste qu'il a vu Canada, puis genre, il a fait... je sais pas, j'ai aucune idée comment ça s'est passé, mais... Ouais, c'est drôle, ça. C'est des petits faits cocasses, c'est le fun. Puis, une autre question que je me posais, est-ce que à travers la course, il y a des moments où on te met au courant de la progression d'Antoine, où tu vas juste avoir des nouvelles d'Antoine une fois que toi, t'es arrivé? Il y a un moment donné que j'ai demandé à ma blonde, parce que c'était pas mal le gros ravito mi-chemin. Fait que ça, j'ai demandé, « Hey, Antoine, il est passé quand? Comment ça va? » Fait que des fois, j'ai demandé à elle, parce qu'elle, elle le savait. Mais sinon, j'ai pas eu beaucoup d'infos. En fait, sur ma montre, parce que sur les applications, tu peux suivre des coureurs. OK. Puis je recevais des notifications. Fait que des fois, je voyais qu'Antoine passait à des ravitaux, mais ça me donnait juste un peu d'infos, mais pas tant que ça. OK. Puis là, après ça, une fois que tu es arrivé, est-ce que lui, il était encore sur place? Parce qu'il a fini quand même comme une genre de demi-journée avant toi. Antoine, il a fini en 31 heures. Fait que lui, il a fini en pleine nuit. OK. Fait que non, il était pas là. Je pense qu'il dormait ou il se reposait encore. Fait que là, est-ce que vous vous êtes revus depuis la course? Non, même pas. On s'est pas revus encore. Mais lui, il est-tu encore... c'est ça, il faisait un voyage après. C'est ça. Moi, la course, je l'ai fini le dimanche. Puis le lundi matin, je partais... Ouais, c'est fou, ça. Fait que... Business trip. Ouais. Ben, tu sais, comme je disais au début, je m'attendais pas de faire cette course-là. C'était pas nécessairement planifié, puis c'était pas planifié non plus dans mes vacances. Fait qu'on s'est pas étiré là, en France. J'ai été là une semaine, bien pile. Puis, fait que ça a été, je rentre, on fait la semaine, je fais la course, je repars. Fait que... Là, j'aimerais aborder quelque chose que je sais qui est très important pour toi. Oui. Dans à peu près un mois, si je me trompe pas, peut-être un peu moins, tu t'attaques à un nouveau défi. Exact. Certains diront encore plus fou que le précédent. Fait que je te laisse vraiment expliquer le défi, ce que tu vas faire, pourquoi, puis j'aimerais t'entendre là-dessus. Moi, je dirais moins fou, là, mais... Moins fou, OK, bon. Ce sera aux gens à juger. Fait que le 10 octobre prochain, je m'étais donné le défi de faire Québec-Sherbrooke à la course. C'est une idée qui m'était venue l'année dernière, là, puis... avec tout ça, c'était pas juste de faire un défi sportif, mais c'est aussi de joindre mon défi à une cause. Puis on ramasse des fonds pour Parkinson Estrie, parce que j'ai une personne de ma famille qui souffre de la maladie de Parkinson, puis utilise les services de Parkinson Estrie à Sherbrooke. Fait que nous, par le passé, avec Laura, on avait déjà organisé un événement caritatif, qu'on avait fait une course au Mont-Bellevue pour ramasser des fonds pour la Fondation du cancer du sein. Okay. Fait que, on avait fait ça, puis on avait vraiment aimé l'expérience, puis on voulait répéter encore une fois, puis on voulait trouver une fondation qui nous touchait.
quelque chose qui était proche de nous, parce qu'il y en a tellement des fondations, puis il y en a tellement des bonnes, mais ce qu'on voulait, c'est essayer de voir tout quoi qui nous touche plus personnellement. C'est pour ça qu'on a choisi Parkinson Estrie. Mon but, c'est de partir de Québec, du pont de Québec, puis d'aller jusqu'à Sherbrooke là, à la course. Ça représente quoi en termes de distance? Tu peux le faire, si tu le fais le plus court possible, c'est pas ce que je vais faire, ça doit être à peu près un 180, peut-être un petit peu moins. Mais ce que je veux faire, c'est à peu près faire 200. Là. Si je suis capable de faire des petits détours. Puis là, vu que c'est pas en montagne, ça risque d'être pas mal moins long que ce que tu as fait en France ou... Ben, au Mont-Blanc, en fait, là, parce que c'était pas juste en France, mais... Oui, c'est sûr, tu n'as aucun dénivelé pratiquement. Tu as peut-être même pas 1000 mètres de dénivelé sur 200. Là, Donc, durée. J'ai fait des estimations, je me suis donné à peu près un style de course à faire. Je veux faire ça mollo, jog-marche, des pauses. J'estime peut-être un 26 à 30 heures, dépendamment de comment ça fonctionne. C'est sûr qu'on en a parlé un petit peu brièvement, mais moi, je suis sorti de la course, j'avais une douleur au genou. À la fin de la course, j'ai eu une douleur à l'autre pied. Parce que là, ça arrive bientôt, là. Oui, mais là, le corps, il va quand même un peu mieux qu'avant. Fait que, ça donne bonne augure pour tout ça. Je trouve que ça... Je pense qu'il va être prêt. Je prends ce mollo à date. Là. As-tu fait appel à des... Tu sais, mettons, depuis que tu es revenu, est-ce que tu es allé au physio, des trucs comme ça pour... Cette semaine, je suis allé me faire traiter en masso. Okay. Puis, semaine prochaine, j'ai pris un rendez-vous physio. Pour voir, OK, juste qu'il me donne des conseils aussi. Bon, ben, est-ce qu'il y a des causes à la blessure? Y a-t-il des choses que je peux faire pour prévenir? Ouais. Y a-t-il quelque chose que je peux, je sais pas, tu sais, comment aussi réintégrer la course vu mon événement qui arrive? Faut-tu que j'aille jusqu'à de la douleur? Faut-tu que j'aille pas à la douleur? Je vais aller me chercher des conseils à ce niveau-là. C'est sûr que c'est peut-être pas le meilleur setup là, d'aller courir avec des douleurs. Mais regarde, c'est sûr que je m'étais engagé, puis de toute façon, j'ai pas d'objectif de vitesse, j'ai pas d'objectif. Je me suis donné le propre défi. On va organiser de quoi avec eux. Fait que notre fin va comme terminer à leur bureau, puis on va faire un petit événement avec ça. Mais à part ça, c'est mon truc. Au pire, je le marche. Au pire, je vais trouver une façon, mais je veux pas me laisser à long terme non plus. Non, c'est ça. Tu veux pas hypothéquer le reste de ta vie pour ça. Mais je vais trouver une façon qui me convient de faire. Puis là, niveau logistique, comment ça va marcher? Est-ce que tu cours tout seul? Il y a des gens qui te suivent en voiture? On a parlé un peu, mais pas tant que ça. Okay. C'est sûr que ça reste à planifier. planifier. Mais moi, je m'étais planifié quand même beaucoup de points d'arrêt, que ce soit des ravitaux avec des gens ou juste des points d'arrêt pour moi-même. Parce que le chemin de Québec à Sherbrooke, ça passe principalement par une piste cyclable jusqu'à Richmond. Fait que ça traverse des villes. C'est un chemin assez simple que des gens peuvent me rejoindre. Il y en a qui m'ont dit qu'ils peuvent venir courir avec moi. Il y en a qui m'ont dit qu'ils peuvent me suivre en vélo. Fait que je pense que je vais avoir un support à ce niveau-là. Ouais. Puis moi, je vais prévoir des endroits que ma blonde, des amis vont pouvoir aller en auto. Puis que là, je puisse... Je ne veux pas traîner non plus un sac aussi lourd que ça. Je vais traîner le minimum pour que à mes arrêts, je puisse manger, boire, changer de linge... autre chose. C'est quand même un gros côté logistique là, à faire à ce niveau-là. OK, ouais. Ben non, à faire parce que ça va pour que ça se passe bien. Il faut que je le planifie. Je comprends. Puis là, j'imagine que vous avez vous avez un lien ou une page Facebook où on va pouvoir diriger les gens pour aller faire des dons pour vous encourager d'ici cette course-là. Oui, on a une plateforme de dons que justement Parkinson Estrie nous a fait. Puis c'est fou là. Moi, j'étais comme, je vais faire ce défi-là. Et je voulais me donner ça comme défi. Fait que je me suis dit, tant qu'à, on va le joindre. Puis on dirait que les gens aiment ça. Ben oui. Tu sais, c'est comme, hey, c'est cool ce qu'il fait. Il fait ça avec une cause. Fait que, ça fait juste inciter les gens ou les encourager à donner une cause qui n'est pas nécessairement faite. Puis, on a donné un objectif de page qui avec aucune référence. Là, on a mis 2500 $, puis on est quasiment rendu. Ça se pourrait même qu'on l'ait déjà dépassé. Fait que je suis quand même tellement impressionné. La mobilisation des gens. Puis la générosité des gens. Fait que c'est vraiment le fun de voir que quand moi, dans ce que je fais, dans les courses que j'entreprends, ben, je suis capable d'aller chercher ça puis de redonner à la communauté. Parce que moi, je fais un défi exceptionnel, mais que les gens comme, trouvent ça tellement nice qu'ils donnent. Puis, d'en parler aussi. Le Parkinson,
on dirait que c'est une maladie que tout le monde connaît, mais que personne ne connaît tant que ça. Là. Ouais, les gens s'en sentent peut-être un peu loin. Hein. Ben, tu dis le Parkinson, tout le monde va dire, OK, oui, quelqu'un qui shake, mais à part ça, on ne connaît pas beaucoup, la maladie. C'est pas beaucoup parlé. Puis, moi, depuis que j'ai affiché cet événement-là, il y a tellement de gens autour de moi qui m'ont dit, hey, ma grand-mère est morte, elle avait le Parkinson. Okay. Hey, quelqu'un dans ma famille a le Parkinson. Ça plus de gens ça touche beaucoup de gens, mais qu'on n'entend pas parler. Fait que je trouve ça cool en même temps de pouvoir faire de la sensibilisation, faire parler d'une maladie qu'on entend moins, ou qui est moins pas populaire ces temps-ci, mais on n'entend pas parler là, autant qu'il faudrait. Là. Puis, c'est ma tante qui est atteinte. Puis cet été, je parlais avec mon oncle et son mari, puis il était tellement reconnaissant, puis que lui aussi il s'implique beaucoup directement avec Parkinson Estrie. Puis ce qu'il dit, c'est que les fonds qu'on ramasse, sans banaliser les autres, c'est pas juste j'envoie des fonds, puis comme ils vont faire de la recherche. Ouais. Les fonds vont directement au service des patients, des clients de Parkinson Estrie. Ça leur permet de faire des activités, ça leur permet de faire des ateliers, ça leur permet comme de... Fait que, je trouve que c'est encore plus cool, c'est tangible de dire mes dons vont... servent à quelque chose de concret puis d'humain. Directement. C'est aussi cool là, de faire des dons pour autre chose puis qui vont faire avancer la science, mais d'avoir ce côté humain-là, qu'eux bénéficient directement. Oui, absolument. Ouais, ça, je trouve que c'est cool. Ben, c'est super inspirant. On va te souhaiter la meilleure des chances dans ce nouveau défi. On l'espère. Puis on va surtout s'arranger. On va inviter les gens vers la plateforme à donner des sous pour cette belle cause. L'épisode va sortir avant OK, super. la réalisation du défi. Fait que, il me reste un mois encore à me préparer. C'est ça, exact. Ben Alexandre, ce serait pas mal ce qui conclut l'épisode. Avant qu'on conclue, par contre, c'était important pour moi de te remettre un cadeau. Oh. Premièrement, parce que c'est pas très pertinent, mais c'est ton anniversaire demain. Puis aussi, pour te féliciter de l'exploit que tu as réalisé. Fait que voici une marque que tu connais probablement. Yes. Yes, Morten, donc qui est une marque super connue là, dans le monde de la course puis de l'entraînement physique, tout ça. Oui, ils ont des super bons gels. Oui, que tu connais déjà? Oui, je les connais. Bon, mais parfait, on a bien choisi. Ils sont pas donnés, fait que ça tombe bien. C'est bon, ça. Bon, merci Alex pour ta présence sur le podcast. Ça a été super enrichissant de t'entendre parler de ton expérience puis une personne très inspirante que j'aime beaucoup. Yes, merci beaucoup. Si vous êtes rendu jusqu'ici, je tiens à vous remercier. C'est vraiment votre fidèle écoute qui va permettre à mon contenu d'avancer. Donc, laissez-moi savoir ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez m'écrire directement. Puis aussi, j'aimerais savoir quel genre de personnes vous aimeriez voir pour la suite. Donc, vous pouvez me pitcher des noms, des idées. Puis moi, ça va me faire plaisir de lire ça. Donc, un gros merci. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.